sir. Okay. I'm just saying. Just saying, just what? Well, you're American, okay? With the US presidential election looming, militias that have lain dormant since the January 6th attack on the Capitol are showing signs of becoming more active. We are the law of the land. Hardly a day passes without another sign of the nation's deep divisions. The country is entering its second week of social disorder, one of the most turbulent periods it's seen in decades. Political violence has grown menacingly. A 17-year-old from Illinois has been charged with intentional homicide after allegedly shooting 3 people at a protest in Kenosha, Wisconsin. There were Democratic legislators in Minnesota who were murdered. Belter texted his family, warning them, Dad went to war last night. The political activist Charlie Kirk as well. Our country has become unrecognizable. One governor was nearly kidnapped. Another's residence was set on fire. This wasn't simply a plan to kidnap the governor, but part of a larger plot to instigate a second civil war in America. Ordinary citizens in a number of different cities have been killed by immigration officials. That's fine, dude. I'm not mad. They just killed that lady right there in that car, y'all. This is my response to ICE right here. Fuck around and find out. As you all know, a shooting just took place near the White House, and this is all fairly recent. Okay. What kind of American are you? Grosse ambiance, dites donc. En 2016, on avait fait une vidéo. C'était le premier mandat de Trump et on l'avait abordé à partir d'un film qui datait de bien avant, mais auquel les gens faisaient constamment référence, au point que c'était devenu un cliché, genre c'était prophétique, la réalité avait dépassé la fiction, le film qu'on mobilisait pour parler de la période, Idiocratie. Cette vidéo, elle aura 10 ans à la fin de l'année, ça nous rajeunit pas. Elle a sans doute pris un coup de vieux, mais sur le fond, ça va, parce que le propos, c'était en gros que, ok, évidemment, on voit bien ce qui, dans Idiocratie, faisait écho à l'état de cette société, qui aurait sombré dans la débilité la plus grotesque et dystopique. Mais on faisait aussi remarquer que, même si effectivement certaines caractéristiques, on va dire, du mouvement MAGA n'aidaient pas, ça attribuait ce qui se passait avec un énorme mépris, y compris social, à de la pure connerie. Et que ça nous empêchait un peu de saisir ce qui se jouait réellement. L'aspect profondément réactionnaire, pour pas dire la radicalisation, la fascisation de cette société. D'autant que depuis... Hey, look what happened. Is this crazy? Vous savez, les remakes de franchises nostalgiques, c'est à la mode. Donc depuis, waouh. On va se consoler en se disant que l'histoire nous a plutôt donné raison, on va faire ça. Voire, elle nous a mis une grosse vitesse. Là, on a basculé dans carrément autre chose, c'est Mad Max 2 versus Mad Max 1. Alors, on va essayer de se mettre à jour sur le moment culturel, social et politique en prenant un nouveau film qui est constamment invoqué. Et d'ailleurs, vous savez d'où ça vient, Mad Max ? Mad Max, c'est l'erreur de ma vie. Dans les années 70, un magazine influence toute la culture pop et SF bien contre-culturelle du monde entier, au point qu'un jeune réalisateur australien aimerait en acquérir les droits pour son premier film. Jean-Pierre Dionnet, fondateur du mag avec Möbius et Druillet, ne donne même pas suite. Ce film s'appellera finalement Mad Max, en gardant quand même le petit éclair là, parce que ce magazine, c'est Métal Hurlant. Je me dirais quand même qu'est-ce qu'on a été con. Mais c'est pas grave, puisque Métal hurle toujours, et le thème du dernier numéro, c'est cet endroit où si tu as de l'eau, tu vis, si tu n'en as pas, tu meurs, le désert. Un désert à perte de vue de près de 300 pages, où vous ne serez pas seul pour autant, puisqu'il réunit rien moins que Denis Villeneuve pour la sortie de Dune 3, et Alexandro Jodorowsky pour cette autre Dune qui n'a jamais pu sortir, ainsi que le meilleur de la BD originale avec des artistes comme Daria Schmidt, Serge Lehmann et bien d'autres, et notamment de jeunes talents comme Lola Pénicaud, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Vous pourrez le trouver en kiosque si vous vous sentez d'affronter la canicule, ou mieux, vous abonner à ce trimestriel grâce au lien en description pour soutenir la chaîne tout en économisant jusqu'à 20%. En plus de ça, vous pouvez aussi précommander un numéro spécial Daft Punk. Bref, de quoi survivre peut-être pas au réchauffement climatique, mais au moins à un été qui s'annonce brûlant. Revenons donc à nos histoires de guerre civile. Quelle ambiance. Donc, c'est pas que Idiocratie soit plus invoquée à tort et à travers, c'est même revenu bien en force, évidemment. Celebrating 80 years of Donald Trump and 250 years of the United States.
with cage fighting on the White House lawn. Michelle Obama is a man. Am I right, America? Mais là, ce qui est invoqué, c'est pas un Idiocratie 2, c'est un film d'une toute autre nature, et ce, à presque tous les points de vue. Fini de rigoler, je parle bien sûr de Civil War d'Alex Garland. Et le fait que la période ait produit ce film, qu'il ait marqué autant les gens, ça dit aussi des choses très différentes, tout comme ça pose d'autres questions. En tout cas, c'est tout aussi parlant sur l'évolution du monde et ses reflets dans la culture populaire. Vous avez vu cette inquiétude planer sur le débat public. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, à l'image de nos sociétés en général, sont arrivés à un tel point de polarisation, de tension culturelle, politique et sociale si extrême qu'ils seraient au bord d'une nouvelle guerre civile ? Comme d'hab, pour mettre tout ça en perspective, il va falloir remonter un peu en arrière, avant même ce premier mandat de Trump qu'on avait alors traité, mais pas non plus jusqu'à la vraie guerre civile états-unienne. Évidemment, impossible d'ignorer ce spectre, mais pas encore. Non, on va faire littéralement un retour vers le futur. Et plus précisément, un retour vers le futur 2. Cette saga, c'est aussi un peu comme Mad Max, c'est surtout le 2 qui en est devenu iconique, notamment à cause de cette scène, celle dans le futur lointain de 2015. Et oui, un truc qui est criant à la revoir aujourd'hui, c'est à quel point c'est vraiment le futur des années 80. Comme si tout ça n'avait été qu'une décennie sans fin qui baigne dans son jus avec les voitures volantes, les overboards, l'ambiance centre commercial et les couleurs criardes, des motifs esthétiques AB Productions, c'est culte, nostalgique. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allô? Hey, y a quelqu'un au bout du fil? Mais maintenant qu'on a dépassé de plus de 10 ans la date annoncée, on voit à quel point cette vision est datée et que notre présent ressemble pas à ça. Vous connaissez la rengaine, on n'a pas les voitures volantes, les baskets à scratch automatiques, c'était une édition limitée pour jouer sur la fibre nostalgique, et nos overboards, c'est des genres de Segway sans guidon. Je vous refais pas le topo, c'est là-dedans. Mais ça s'est révélé prémonitoire d'une façon très inattendue. Parce que, quelque part, on vit bel et bien dans une époque, ou plutôt on sort tout juste d'une époque, hantée par les années 80. Comme dans le film où il y a littéralement ce café 80s qui projetait une nostalgie pour le présent dans lequel il a été produit. Souvenez-vous, c'est le café dans lequel il y a le fameux almanach, qui, en étant ramené dans le passé, va permettre à Biff Tannen, l'antagoniste de Marty, de s'enrichir pour devenir un mania grotesque et tyrannique dans sa tour dorée et faire main basse sur le futur pour le changer en une dystopie à son image. Il y en a qui me voient venir, ce Biff futuriste est alors inspiré d'une figure médiatique, et pas n'importe laquelle, un certain Donald Trump, qui est depuis devenu le tyran grotesque de notre dystopie nulle suite à son entrée fracassante en politique en 2015. On est en 2015? Précisément. Avant d'à nouveau servir d'inspiration à d'autres tyrans grotesques de notre dystopie nulle. Voilà, c'est un peu comme cet autre cliché de notre époque selon lequel les Simpsons auraient prédit cet avenir, mais au-delà du poncif, c'est vrai que c'est un peu le même phénomène. Ils n'ont pas tant prédit l'avenir qu'ils ne l'ont imaginé à partir de leur présent, c'est-à-dire en ayant un peu de flair et beaucoup de bol. Ce qui est le propre des œuvres culturelles qui excellent dans le commentaire, non pas du futur, mais de leur société. Et là, c'est d'autant plus pertinent que Donald Trump et ce qu'on peut désormais appeler le Trumpisme ou le mouvement MAGA, il s'est en partie construit sur une figure charismatique qui était d'abord une figure de pop culture. À l'orée des années 90, Donald Trump, c'était plus seulement l'entrepreneur un peu zinzin qui a fait construire une tour à son nom d'un goût douteux au milieu de New York et qui coule des entreprises les unes après les autres. Pour les Américains, c'est déjà un personnage récurrent et divertissant de leur paysage culturel. On le croise au détour de nombreuses sitcoms, de matchs de catch, de films familiaux et autres comédies. Il y est pour le caméo, c'est-à-dire dans son propre rôle, pour le clin d'œil à lui-même, parce que tout le monde le reconnaît. Comme un Stan Lee d'autant plus mytho qu'il n'a pas d'accomplissement notable. Il a même fini au centre de sa propre télé-réalité, dans son costume de patron faisant passer des épreuves aux candidats pour obtenir un poste, avec son gimmick « You're fired, you're fired, you're fired, you're fired, you're fired, you're fired, you're fired ». Gimmick qu'il n'a pas manqué de remobiliser, comme le reste de son folklore, dans sa carrière politique. Jim, I'm sorry, you're fired. Get out of here.
Bref, ce n'est pas un homme d'affaires, c'est l'homme d'affaires, un archétype, un personnage qui incarne une certaine forme de réussite capitaliste, un certain ethos, un certain mode de vie, on va dire, exubérant, mais aussi des valeurs de concurrence brutale dans un univers impitoyable, un JR de Dallas pour de vrai. TV's biggest stars are TV's biggest fans. Avant même de devenir le POTUS, Trump était une star au sens premier, avec une étoile sur Hollywood Boulevard, qui se fait régulièrement défoncer depuis. Un mania de l'immobilier ultra médiatique qui fraye dans le showbiz avant de se lancer dans la course à la présidentielle sur une ligne démagogique, décomplexée et turbo-réactionnaire. En 2 mots, c'est 0 janvier. Nous imposerons le retour à l'ordre si on ne peut pas vivre dans la concorde. Mais ne craignez-vous pas que votre politique ne mène directement à la dictature? Un peu de courtoisie, je vous prie. Nous mettrons la capitale sous la loi martiale. Alors, on sait que le méchant de Starmania n'a pas été inspiré par lui, malgré des détails troublants comme sa propre tour dorée au milieu de Monopolis, puisqu'elle a été inventée 4 ans avant la Trump Tower. Cessons de nous ruiner pour le tiers-monde qui nous remerciera bientôt avec des bombes. Assurons d'abord notre survivance. Je suis pour l'Occident l'homme de la dernière chance. En revanche, au-delà de ses apparitions, sa figure a bel et bien inspiré la fiction, et pas toujours, voire très rarement en bien, puisque ce qu'il incarne de manière si spectaculaire ne plaisait déjà pas à tout le monde. Avant de devenir l'antagoniste principal d'une bonne partie des États-Unis et du reste du monde, il a surtout servi de modèle à des antagonistes imaginaires. Retour vers le futur 2 donc, mais aussi une autre suite d'un classique de chez classique de la pop culture 80s, sorti l'année suivante et toujours produite par Amblin, Gremlins 2. Parce que, comme pour Maman j'ai raté l'avion, l'action de ce second opus se déplace à la grande ville, la grosse pomme, New York, le terre-terre de Donald, dont il faisait partie de la mythologie urbaine. Qui plus est, là, dans une tour ultra moderne appartenant à un mania des médias, Daniel Klemp. Vous l'avez ? En tout cas, aux USA, tout le monde l'avait, c'était pas très subtil, c'est Gremlins 2 en même temps. Bref, la caricature est pas du tout dissimulée, ni ce qu'en pensent les créateurs, à commencer par le réalisateur, un certain Joe Dante, retenez ça. Daniel Klemp, c'est le méchant du film, une satire de Trump dans ce qu'il représente de plus détestable. Il est riche, grotesque, sans culture, d'une bêtise qui le rend parfois rigolo, voire sympathique, mais quand même un sale type, mégalo, obsédé par son image, qui manipule les médias à sa guise, achète et rase des immeubles à tour de bras, se torche avec l'écologie, n'écoute rien sauf s'il peut en tirer un profit personnel, met en danger l'intégralité de son personnel avec ses décisions de con, tout en se positionnant comme un sauveur alors que rien de ce qu'il fait ne fonctionne, et c'était il y a 35 ans. Il était le symbole de ce qui se passait dans les années 80-90, avec tout ce pognon, cette avidité crasse et cette idée que le monde entier était à vendre. Mais d'une certaine façon, il avait encore l'air inoffensif. C'est donc une charge sans aucune ambiguïté contre l'homme et tout ce qu'il incarne, mais une charge qui contribue tout de même à ancrer cette figure dans la pop culture. Bad buzz is still buzz. C'est à cette pop culture que Trump doit son statut plus qu'à de réels accomplissements, son propre mythe de l'entrepreneur sauce barbecue trône en or, ce sur quoi il a construit sa présence médiatique et son image de marque transformée en capital politique qu'il ne cesse de mobiliser avec succès encore aujourd'hui. Mais pas n'importe quelle pop culture, celle d'une certaine époque enrobée d'une certaine nostalgie, y compris dans ce qu'elle incarne politiquement. Tu te souviens quand Chewbacca? Oh, j'adore, me souviens, Chewbacca. Tu te souviens quand il n'y avait pas tous ces Mexicains? Oh oui, je me souviens. Ça, c'est très important. Parce qu'on parle pas de la simple instrumentalisation démago d'une culture doudou, l'imaginaire politique MAGA est fondamentalement basé sur la nostalgie, dont il fait un moteur d'idéologie réactionnaire, en ce qu'il renvoie à un âge d'or fantasmé, rassurant et tous les affects qui vont avec. Le terme MAGA lui-même, c'est ça.
et à un double niveau. Déjà, ça signifie Make America Great Again, revenir à une Amérique qui était vachement mieux avant. Aussi, c'est ouvertement emprunté à une présidence mythique de l'imaginaire états-unien. Ronald Reagan for president. Let's make America great again. Celle du tournant ultra-conservateur de Ronald Reagan, lui-même figure issue du cinéma et si influente culturellement qu'on va ensuite parler de cinéma réganien. Celle pour toujours associée à la décennie 80 qui avait officiellement pris fin l'année où est sorti Retour vers le futur 2 comme un signe ou un chant du cygne. Tu te souviens, Reagan? Oui, je te souviens. Évidemment, depuis, tout ça a pris un autre sens. Prenez ce fameux caméo dans Maman j'ai raté l'avion. 2. Vous avez peut-être vu passer cette polémique autour du fait qu'il aurait été coupé au montage lors de ses diffusions sur la chaîne CBC. Ce qui avait poussé la meute à Donald à crier à la censure, au cancel, littéralement Fahrenheit 1984. Sauf que, non, c'est eux qui interdisent des œuvres par centaines et font virer les artistes qui leur déplaisent. En fait, il s'agissait juste d'un remontage télé datant de 2014, avant même sa candidature, procédé discutable, mais assez courant, car opéré pour coller aux tranches horaires de la télé. C'est en fait 8 minutes du film qui ont été caviardées en piochant dans ce qui paraît le plus superflu, genre ce caméo bien forcé en mode clin d'œil. Et quand je dis forcé, bien sûr, Trump, lui, il fait du Trump en prétendant qu'on l'avait carrément supplié d'apparaître, alors que, pour reprendre les mots du réalisateur, Chris Columbus, il a forcé comme une brute pour obtenir ce caméo en échange de les laisser tourner dans un de ses hôtels. Qui est surpris. Coup dont on sait qu'il l'a fait sur d'autres films en plus. À l'époque, ce petit caméo, apparemment le public des séances test, il l'aimait bien pour les raisons qu'on a expliquées, donc voilà, il l'avait gardé. Et donc, aucune censure, même si le réalisateur Chris Columbus considère aujourd'hui qu'il entache son film et qu'il préférerait qu'il n'y soit plus. Il ajoute qu'il ne peut pas l'enlever et qu'il aurait, je cite, « trop peur de se faire renvoyer en Italie ». Pareil du côté de l'acteur, Macaulay Culkin, toujours sur le ton de l'humour, qui a publiquement soutenu l'idée que Trump soit numériquement remplacé par lui adulte parlant à lui petit. Bref, tout ça pour dire que depuis, forcément, ça fait plus le même effet. Et tout ça pour faire comprendre en quoi, certes, cette dimension culturelle n'est en rien aussi importante dans les phénomènes politiques et sociaux que les conditions matérielles, économiques, les grandes lames de fond de l'histoire, mais que, tout de même, la culture populaire reste un enjeu tout à fait concret qui les accompagne et n'en est jamais déconnecté. D'ailleurs, ça, tout le monde en a plutôt conscience avec le cinoche ricain, dont on sait bien comment il a toujours été un outil de soft power, de propagande, même disons-le, c'est pas un gros mot, d'hégémonie culturelle sur leur propre société et le reste du monde. Tenez, pour rester sur ces fameuses années 80, on a évoqué toute cette mouvance carrément baptisée après coup cinéma réganien. C'est au sens où elle accompagnait le tournant politique, social et culturel incarné par la présidence de Ronald. L'image d'Épinal, c'est évidemment, vous savez, les films de Vigilante ou de Yakayo Va-T-En-Guerre, célébrant la force brutale d'une Amérique triomphante, sécuritaire et impérialiste, d'une manière qui nous paraît assez ringarde, voire un peu rigolote aujourd'hui. Mais cet esprit du temps, on peut le déceler dans les classiques de cette pop culture moins basse du front, comme dans le Ghostbuster de 84, glorifiant un esprit d'entreprise qui sait prendre les choses en main, quitte à se confronter à de vils bureaucrates qui font rien qu'à vouloir réguler. En revanche, cette image qu'on peut avoir de leur cinéma ne doit pas invisibiliser une autre tradition très puissante, celle d'un cinéma contestataire, tout autant produit de son époque, mais qui vient y répondre, la critiquer, lui donner un contrepoint. Tradition tellement ancrée que les pouvoirs en place ont dû la réprimer à grands coups de macartisme, c'est-à-dire de purge politique, et de code Hays, c'est-à-dire de censure pure et simple. Malgré ça, elle a toujours continué à exister dans les marges ou de manière plus dissimulée, on va pas y revenir. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que l'explosion sociale et culturelle des années 60-70 s'exprime également à l'écran, alors que ce fameux code est abandonné au profit du système de classification qu'on connaît aujourd'hui et que la censure lève un peu le pied. Mais aussi pour des raisons structurelles, économiques, industrielles. Le ciné est en perte de vitesse face à, d'un côté, la concurrence de la télé, et de l'autre, une jeunesse qui se fout royalement des films concoctés par leurs darons. Ces petits cons préfèrent aller voir des séries B plus adaptées à leur goût, dont un des artisans les plus emblématiques est un certain Roger Corman. Pareil.
Les grands studios, eux, ils essaient de faire revenir les gens en salle à base de grands films spectaculaires en Technicolor Formascope avec des centaines de figurants, ce qui ne marche qu'un temps et représente des investissements pharaoniques à très haut risque. Dans ce contexte, l'industrie du divertissement vit un peu ce qu'elle est en train de vivre maintenant avec les grosses prods qui répètent les mêmes formules éculées totalement ridiculisées par le succès phénoménal de plus petits budgets indés portés par des jeunes talents venus des marges culturelles et solidement ancrés dans leur époque. Alors à ce moment-là, ça venait évidemment pas d'internet, mais ça donne le célèbre Nouvel Hollywood qui s'étend de la fin des années 60 au début de nos années 80 là, et sur lequel cette industrie va bien devoir compter pour faire une cure de jouvence. Et au-delà de casser les codes formels, cette génération, si elle attire autant le public, c'est parce qu'elle aborde frontalement ce qui agite la société. Et puis, il y a de quoi faire parce qu'elle est bien agitée la société. Entre les multiples assassinats politiques, les émeutes raciales, les violences policières, le scandale du Watergate, le bouleversement des mœurs, la remise en cause des structures sociales, les revendications d'émancipation, j'en passe, il y a matière à un grand cinéma contestataire qui traite déjà des tensions et de la polarisation extrême de cette société. Et on va pas y passer la nuit, allez juste voir après la vidéo du Coin du Bis qui monte et coécrit celle-ci, qu'il a consacrée au film de Redneck. Rien que là, vous allez voir comment c'est un cinéma qui prenait à bras-le-corps, de manière claire et puissante, ce sujet d'une société états-unienne divisée au point de la violence la plus totale. Et d'une certaine façon, ce cinéma dit réganien qui prend la suite, c'est aussi ce qu'il met en scène. Juste, il le fait en miroir du tournant politique à l'œuvre, plutôt du point de vue d'une Amérique à l'ancienne, tout aussi violente, qui vient taper du poing sur la table, siffler la fin de la récré et remettre un peu de l'ordre. Le retour à des surhommes qui incarnent la force, la masculinité, rassemblent derrière eux les valeurs, la morale et le mode de vie américain. Et puis surtout, les années 80, c'est le retour en arrière de ce point de vue à une culture doudou, à de l'entertainment grand spectacle, capable d'apaiser et d'unifier à nouveau le pays autour d'un gros sachet de popcorn. Mais avant ça, une forme emblématique du nouvel Hollywood, c'est le road movie, parfait pour illustrer ces fractures, ou le survival qui porte ces tensions à leur point d'ébullition en fournissant un genre d'États-Unis modèle réduit dans un environnement restreint. Et c'est pas pour rien que c'est dans ces formes que pioche Civil War, mais en le tournant très différemment. Et oui, on parle de Civil War en fait à travers tout ça, ou on parle de tout ça à travers de Civil War, comme vous voulez, bref, continuez à me suivre. Un des grands sujets de l'époque, du fait de scandales politiques qui déchirent l'opinion publique, comme le Watergate, c'est déjà, comme dans Civil War, le journalisme, le quatrième pouvoir. We're press. Cool. Now I understand why it's written on the side of your vehicle. Et le plus emblématique de tous, c'est aussi une guerre, alors pas civile, mais qui divise violemment le pays autant qu'il alimente le cinéma, c'est bien sûr l'invasion du Vietnam. Abordée de manière explicite ou qui travaille de manière plus souterraine sans que aucun genre n'y échappe. Quand je dis aucun genre, c'est important parce qu'il faut bien garder en tête que tout ça ne concerne pas que le cinéma contestataire, entendu au sens de films indés bien frontaux, bien rebelles, ni même que des séries B jouissant d'une liberté de ton en roue libre. Par la force des choses, ça atteint le cinéma grand public et, même si c'est d'une manière plus diluée, plus rassembleuse, cette inénarrable pop culture dont on est si nostalgique. Alors oui, je sais, vous allez me dire, on vous connaît les gauchistes à tordre les trucs dans tous les sens là, pour dire qu'en fait, Star Wars, c'est pas juste un hommage à Flash Gordon et au Chambara, en fait ça parle du fascisme et de l'impérialisme, et qu'en fait c'est une réponse à l'administration ultra-conservatrice de Nixon, que les rebelles, si on veut, ils résistent à l'empire états-unien, et que même, si on y réfléchit bien, est-ce que ça prend pas carrément le parti des Viet Cong tant qu'on y est ? You did something very interesting with Star Wars, if you think about it. The good guys are the rebels. They're using asymmetric warfare against a highly organized empire. I think we call those guys terrorists today. When I did it, they were Viet Cong. Exactly. So were you thinking of that at the time? Bah oui, mais vous croyez qu'il venait de quel cinoche, le père Lucas ? Non, mais continuez à pas vouloir comprendre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tenez, et vous l'avez reconnu, le collègue avec lequel il échange des dingueries à se faire virer par Bolloré, ou même de France Inter, c'est mon James Cameron, autre grand artisan de la culture popcorn.
So it was a very anti-authoritarian, very kind of 60s against the man kind of thing, nested deep inside of a fantasy. Or a colonial, you know, we're fighting the largest empire in the world. Eh ben, tenez, on va prendre son exemple, mais pas le plus connu, parce que figurez-vous qu'il a coécrit un film d'anticipation qui se projetait dans le futur proche des États-Unis pour parler des tensions extrêmes qui les animaient, coécrit avec celle qu'il a réalisée, Catherine Bigelow. En plus d'être la première femme à obtenir un Oscar de la meilleure réalisatrice, c'est quand même pas de la gnognotte niveau pop culture catégorie grand classique nostalgique, puisque c'est notamment Point Break. Actionneur tout début 90 avec Keanu en flic infiltré qui fait du surf et Patrick putain de Swayze qui braque des banques avec un masque de président américain. Et ben c'est aussi Strange Days, film de 95 qui se déroule dans le futur dystopique lointain situé en 99, dystopie sans colonie martienne, ni voiture volante, ni méca géant, comme la nôtre quoi, mais dystopie nonobstant car la société est devenue ultra violente. Dans tout ce bordel, on suit les aventures de Lenny, un petit dealer minable d'un genre bien particulier, non pas de shit, non pas de zouk, mais d'images vidéo clandestines que les gens réalisent et consomment à l'aide de casques. Le futur. Donc SF tout de même, parce qu'en gros, quand on appuie sur play et qu'on ferme les yeux, on peut non seulement voir, mais aussi ressentir les souvenirs qu'une autre personne a pris soin d'enregistrer via ses casques. Problème, une amie de Lenny a enregistré un meurtre dont elle a été témoin et choisi de lui confier les images. Voilà, jusque-là, du bon gros post-cyberpunk très vanilla, c'est même autant 90s que Retour vers le futur et 80s, à un point que, pour paraphraser un critique de l'époque, on devrait appeler ça du cybergrunge. Mais malgré 30 piges au compteur, le film reste turbo vénère. Il y a des prouesses techniques dingues pour l'époque et un casting là aussi qui fleure bon les années 90. Il y a Voldemort avec un nez et des cheveux, Angela Bassett qui sortait de Malcolm X et Tina, Juliette Lewis de Tueur-né et Une nuit en enfer, Michael Wincott en bad guy comme d'habitude et Vincent D'Onofrio qui joue encore une fois les psychopathes. Faut même un peu se mouiller la nuque avant parce que l'interdiction aux moins de 16 ans, elle est pas là pour décorer. Vraiment, ça reste un des grands films d'anticipation des années 90, avec un vrai succès critique et un statut culte, même si il a bien bidé quoi. Pour plein de raisons, notamment un marketing assez foireux, et puis assez clivant sur plein d'aspects. Entre autres, il y a un petit détail qu'on vous a pas précisé, c'est que l'enregistrement de l'assassinat, c'est un rappeur noir, très critique envers la police, on va dire, qui est abattu de sang-froid par celle-ci. Évidemment, même aujourd'hui, ça, c'est un sujet tendu, mais encore une fois, c'est pas tant qu'il l'anticipe qu'il ne fait écho à son époque, puisque c'est peut-être un scoop pour certains, mais c'est pas du tout nouveau, ce genre de problématique. En l'occurrence, on est juste après le tabassage de Rodney King et les émeutes qui s'en sont suivies, qu'on a déjà évoquées dans cette autre vidéo. C'est dire si c'est un événement majeur qui a beaucoup été digéré par le cinéma états-unien, jusque dans de bons gros films grand spectacle. Et je pointe pas juste ça pour faire mon américanoïde, seulement j'aimerais qu'on intègre le fait que, ici en France, il a fallu attendre 2022 pour avoir une fiction sur le meurtre de Malik Oussekine par la police qui avait secoué toute la société française en 1986. Et c'est une prod Disney+. Faut qu'on s'interroge un peu quand même. Bref, comme quoi c'est pas propre à l'âge d'or du cinéma contestataire qu'ont été les années 70, Strange Days, c'est pas du cinéma intello subversif façon Peter Watkins. C'est un gros thriller SF d'action, bagarre, course-poursuite, suspense, et dans le même temps, il prend des tensions sociales, politiques, culturelles, brûlantes, il les prend par les cornes pour leur faire un gros German souplex. Je veux dire, le méchant dans le film, c'est littéralement la police. La scène finale, c'est un enfant noir qui saute sur un flic en train de rouer de coups une innocente, suivie par l'intégralité de la foule. Et c'est fait par les mêmes gens que Point Break ou Terminator. Ce qui, en fait, ne devrait étonner personne. Pour rappel, c'est pas pour rien symboliquement que le T-1000, il prend cette apparence. Et c'est pas moi qui interprète, c'est assumé par Cameron. Bon, maintenant qu'on a tout ça, maintenant qu'on voit dans quel continuum se situe un film comme Civil War, qui vient à son tour proposer une anticipation grand public des tensions sociales à l'œuvre, quel est, à mon sens, ce qui a changé? Quel est le problème avec Civil War? Not gonna take a picture? Right. Maintenant qu'on a posé tout ça, ça y est,
On y vient, avec 2 petits disclaimers. Premièrement, bien sûr, les spoilers. Vous allez voir quelques extraits, pas mal d'images hors contexte, mais sinon, on va presque rien divulgacher. Déjà parce que, comme vous l'aurez compris, le sujet, c'est plus la démarche du film, sa place dans son époque, et surtout parce que, dans son cas, c'est peut-être pas tant ce qu'il y a dedans qui nous intéresse, et au contraire, ce qui n'y est pas. Ce que d'aucuns appelleraient des absences signifiantes, et qui, chose valable pour ce film comme pour tous les autres, découlent tout autant de choix, de parti pris que ce qu'on a choisi d'y mettre. Deuxième disclaimer, j'aime bien Alex Garland. Je l'aime bien en tant que scénariste, puisque c'est plutôt ce qu'il est à la base, particulièrement ce qu'il a pu faire avec Danny Boyle. J'aime même bien Alex Garland quand il réalise, ce qui est le cas ici. D'autant que, comme beaucoup de gens, je le trouve quand même meilleur scénariste que réal, alors que là, pour une raison qui m'échappe, ça me paraît plutôt l'inverse. Car, pire que tout, au fond j'aime bien Alex Garland, y compris Civil War d'Alex Garland. Tout ça pour dire qu'on peut trouver qu'un film est bon en soi, que tout le travail, rappelons-le, collectif est du super taf, tout en le trouvant au pire irresponsable, au mieux vain et inconséquent, en tout cas pas à la hauteur des enjeux. Parce qu'un film n'est jamais juste un film, qu'il n'existe pas dans le vide cosmique, que le cinéma est un produit de son monde et qu'on doit considérer, si on le tient en haute estime, qu'il y joue un petit rôle, surtout quand il a ce genre de thématique. On peut donc le juger à cette aune, sans que ça n'épuise de loin ce qu'il est. C'est quoi le parti pris de Civil War ? C'est la guerre civile, figurez-vous. Dans un futur proche, aux États plus si unis d'Amérique. Oh shit. Here we go again. Une période tragique qu'on va vivre à travers l'objectif de journalistes, de fait des reporters de guerre, dans un genre de road movie pour aller gratter l'interview du président qui jusque-là faisait tirer à vue sur la presse. Plus particulièrement une vieille briscarde couverte de Pulitzer qui va devenir le mentor d'une jeune débutante pour qui elle est une légende vivante, 2 générations qui vont également confronter leur point de vue, leur vision, quel rôle et quelle responsabilité les journalistes endossent-ils dans de tels moments, qu'est-ce que ces derniers font à des gens a priori ordinaires, qu'est-ce que ça va révéler de terrible ou peut-être de beau chez chacun d'entre nous, à quoi ressemble une société où chacun devient l'ennemi de ses compatriotes, et surtout, comment elle a pu en arriver là. Ah oui, sauf que ça, non, parce que, comment dire ? Tout le monde trouve ça très naturel ? J'exige de comprendre ! Quand même, on comprend vite que des États ont fait sécession face à un président qui s'est torché avec la Constitution pour rester au pouvoir, mais pour ce qui est de ce qui a mené à ça, on est jeté dans le bain sans trop de contexte, pas de flashback, d'explication. Le film nous laisse décrypter à partir d'éléments assez élusifs, voire flous. Garland, il aime beaucoup faire ça, on l'a dit, c'est d'abord un scénariste, et en plus, il le fait très bien, même si c'est pas toujours très finot. Tenez, c'est comme dans son 28 ans plus tard, le fait que cette bande d'antagonistes reprenne le look de l'excentrique présentateur, DJ et chouchou de la télé britannique Jimmy Savile, je vous dis pas pourquoi, mais c'est très provocateur et assez brillant, sans que ce soit jamais affirmé, souligné ou expliqué. Là, pareil, tout est truffé de références parfois pointues, d'allusions, d'indices parfois énigmatiques, qu'on laisse le loisir au spectateur d'Hugo décrypter afin de... encore moins comprendre ce qui s'est passé. Oui, parce que voilà, la confusion dans laquelle tout ça nous plonge n'est pas due à une écriture imbitable ou excessivement ésotérique, au contraire, c'est entretenu exprès, c'est un parti pris. Je vais prendre un exemple emblématique. La principale armée rebelle, c'est une alliance entre la Californie et le Texas. Today, I can announce that the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great loss. Bon, si tu t'intéresses pas plus que ça aux enjeux, on s'en fout, c'est 2 États sécessionnistes, quoi, t'as pas besoin d'en savoir plus. Mais c'est pas pour autant un choix random, car pour le spectateur curieux avec quelques billes en civile états-unienne, c'est encore plus bizarre. Parce que, sans information supplémentaire, ce qu'incarnent ces 2 États, c'est une alliance assez contre-intuitive. Bon, le Texas, vous en avez forcément cette image d'État très conservateur de l'ancien sud-esclavagiste, un Red State du Deep South, l'Amérique profonde, les Stetson et les cow-boys fous de la gâchette. Bref, c'est associé à ces rednecks qu'on a évoqués au sujet du cinéma des années 70 sur les divisions du pays. Alors que la Californie, c'est plutôt cette autre Amérique, le berceau de la contre-culture, un État perçu comme très moderne, plutôt progressiste et libéral. Et ça, Garland, il a beau être british, il le sait. Et il passe son temps à envoyer comme ça des signaux contradictoires en jouant sur des connotations hyper précises pour, paradoxalement, brouiller les pistes. Comme par exemple... West Coast forces, fucking Portland Maoists, it's all the same.
C'est quoi les maoïstes de Portland ? Aucune idée, à part que c'est une ville effectivement connue, y compris récemment, pour ses groupes d'activistes de gauche radicale. Ou alors ça. When you were in college, you took the motherfucking legendary photo of the Antifa massacre. On saura juste qu'elle a immortalisé cet événement, qui semble donc hyper important, mais c'est formulé d'une façon où on saura pas si c'est eux qui ont subi un massacre ou en ont perpétré un, et encore moins pourquoi, qui était de quel côté de la guerre, rien. Le seul truc un peu clair, c'est donc qu'un président s'accroche au pouvoir de manière autoritaire. Il a donc une attitude despotique, c'est vrai ? C'est qui ce type, d'où il sort, c'est quoi le projet, comment et pourquoi ? Nous ne voyons pas d'autre explication. Bon, avec tout ce qu'on a dit avant et ce qui s'était déjà passé au moment de la sortie du film, avant d'aboutir à tout ce qu'on voit maintenant, ça vous évoque peut-être une figure en particulier qui a inspiré un paquet de personnages comme ça. Maybe we should run again. Should we run one more time? I'd like to do that. C'est mon cas aussi, mais c'est pas celui de tout le monde. Ok, c'est un film post-Trump 1, post-assaut du Capitole, et on pourrait dire qu'il présageait Trump 2. Mais faut avoir en tête qu'on est alors sous Biden, que les Trumpistes accusent d'être un horrible dictateur qui a volé l'élection. Suffit de voir les documentaires paranoïaques de Dinesh D'Souza, je me les suis tous tapés pour le podcast Discordia, vous pouvez aller écouter ça, ça montre toute l'évolution de l'état d'esprit MAGA sur ces dernières années. Et par exemple, résultat, c'est les sécessionnistes qui envahissent le Capitole et la Maison Blanche à la fin. Sécessionnistes qui sont pas pour autant montrés comme des gentils libérateurs qui se battent contre l'autoritarisme façon Star Wars. D'ailleurs, on sait que le film, qui s'est hissé direct en première place du box-office partout dans le pays, a été plébiscité de manière très équilibrée par les publics de tous les bords. Et c'est pas encore une fois des gens qui captent que dalle à une œuvre, non, c'est fait exprès. Si vous me croyez pas, Garland le dit lui-même. Nulle part dans l'histoire il n'est indiqué dans quel bord politique ce président a commencé. C'est peut-être un fasciste au moment où on le rencontre, mais il a probablement pas dit ça lors de son premier mandat. Le film met ça entre les mains du spectateur. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. Faire écho de chaque côté à leurs angoisses respectives que l'autre camp les mène à une dictature, c'est le projet. Le parti pris, c'est de ne pas prendre parti. Parce que son sujet, c'est la polarisation elle-même, afin de dire à tout le monde « Attention, ça va mal tourner cette histoire, regardez, vous ne voulez pas en arriver à ça ». Et ça, le film est très fort pour le véhiculer. Notamment parce qu'il mobilise une puissante imagerie de guerre dans des environnements banals, quotidiens, familiers du mode de vie états-unien et même occidental. Ce qui lui donne cette patine post-apo, puisque c'est d'ordinaire dans ce genre-là qu'on voit ce type d'image. Alors, quel est le problème avec le fait de renvoyer dos à dos chaque camp en évitant au maximum de les définir ? I think there's blame on both sides, but you also had people that were very fine people on both sides. Après tout, ça parle des tensions réelles d'une société où chacun accuse effectivement l'autre de tout ça. Un des problèmes, c'est que y a un cas où c'est pas vrai. Ça me semble un détail un peu important, si on veut vraiment parler de tout ce bordel. C'est-à-dire que, Dieu sait que j'aime pas les démocrates, I'm a critic of the Democratic Party because I'm literally a communist. Mais le fait qu'ils aient volé l'élection, c'est un mensonge. C'est même pas juste une théorie du complot, c'est un complot qui justifie pour les MAGA toute leur prise de pouvoir autoritaire. Le fait d'accuser l'autre camp d'avoir triché, c'est une tentative de voler l'élection. La preuve, quand Trump a été réélu parce qu'ils sont trop nuls en face, personne n'a contesté. Alors que la prise du Capitole, les coups de pression de la Maison-Blanche pour trouver des voix, les menaces pour pas que les résultats soient homologués, les redécoupages de cartes électorales et de modes de scrutin pour gonfler leurs résultats, envoyer sa Gestapo ou même l'armée contre l'avis de la population et d'États censément souverains, ça, c'est pour de vrai, et c'est les MAGA. Vous voyez le problème, d'autant que Trump lui-même, il assume assez ouvertement ses projets autoritaires. Et ça a pas l'air de trop déranger ses fervents soutiens. Même la perspective d'une guerre civile. En fait, une partie des MAGA en parle la bave aux lèvres et ils s'arment pour ça. He's not going to be removed. He's not going to be removed. He's not going to be removed. You feel confident in that? My 357 Magnum is comfortable with that. Et ça, c'est valable pour le parti pris général du film. À un moment donné, de quoi tu parles ?
Pour reprendre le résumé un peu taquin qu'en a fait le podcast Chapeau Trap House, le propos de Civil War, c'est « La division nous divise ». C'est un film La Palissade. La palissade à laquelle on peut reconnaître une vertu, celle de bien faire ressentir aux gens qu'il va falloir se réveiller s'ils ne veulent pas en arriver là. Mais se réveiller comment ? Puisque tu te refuses à leur donner les clés de compréhension et tu laisses à un public déjà polarisé le soin de confirmer ses biais. Moi aussi, je suis d'accord que le contexte risque de mener à ce genre de situation et qu'il faut en saisir toute la gravité. Mais pour éviter ça, il faut justement comprendre les raisons qui y amènent. Précisément ce que le film cherche à éviter avec brio. Alors ça donne des scènes du genre... What do you think they are? No idea. Are you WF? Who's giving you orders? No one's giving us orders, man. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. Ok, c'est le chaos, d'accord, sauf que ça n'existe pas une guerre civile sans raison. Livrée sans que personne sache pourquoi, juste parce que les gens ils étaient trop tendus. Du coup, Civil War parle même pas vraiment bien de guerre civile. Il parle d'une notion abstraite, éthérée, de guerre civile. On pourrait donner plein d'exemples, mais il y en a un d'évident. Quand tu fais une histoire sur une guerre civile aux États-Unis, ça mobilise très fortement une référence, mais alors majeure, l'éléphant dans la pièce de l'imaginaire politique, la vraie guerre civile états-unienne, événement fondateur de leur société. Est-ce que je suis obligé d'expliquer que la guerre dite de sécession, elle a pété pour des enjeux matériels, politiques, économiques, dont un petit de rien du tout, qui est que une partie des gens étaient traités par une autre partie comme du bétail. Forcément, oui, ça tend les relations. Ouais. Est-ce que pour autant le problème de cette guerre civile, qui a effectivement été épouvantable, c'est que la société était trop polarisée ? Est-ce que c'était pas clair ce qui se jouait ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'entendre ? Et d'ailleurs, Lincoln, il était traité de tyran par le sud-esclavagiste. Et ça pèse encore sur les tensions à l'œuvre aujourd'hui. Sachant que oui, Lincoln, il était républicain et certains acteurs de mauvaise foi essaient de s'en servir comme à leur habitude pour inverser les rôles anachroniquement, mais donc aujourd'hui, ces drapeaux-là, c'est quoi ? Et c'est quel camp qui les brandit ? Les statues des généraux sudistes, qui les a érigés et qui demande à les dégager ? Ce spectre, il plane toujours sur leur société, et tu peux pas parler des tensions actuelles comme ça, dans le vide, sans nommer les camps. I read my history. This here shit ripped our nation apart. Until finally, these cocksuckers just quit. Riding around with this just says, hey, I'm a fucking loser. Pardon, mais essayer de parler des tensions qui traversent réellement cette société sans jamais parler de son histoire, sans parler de la montée de l'extrême droite face aux revendications civiques, de droit, d'émancipation, sans parler de la haine des femmes, des LGBT, sans parler de la xénophobie, sans parler de racisme, c'est parler de la fumée en essayant d'ignorer le feu. Voilà pourquoi Civil War a beau être un bon film, contrairement à ce qu'il essaie d'être et à ce qu'on prétend qu'il est, ce n'est pas un film pertinent sur son époque. C'est au contraire un film dépassé avant même sa sortie. Mais tenez, c'est pareil avec son traitement du journalisme. C'est vraiment hyper central, même assez martelé avec de gros sabots, ça sort des grandes phrases, des grands dilemmes, mais c'est pas un film qui parle du journalisme, du rôle des médias, des reporters de guerre. Ça montre jamais le rôle des médias d'ailleurs. On se limite à des gens qui prennent des photos et cherchent des interviews sans qu'on sache même qui va regarder ça, comment tout ça est traité, quelle incidence ça a sur la situation. We work for Reuters. Reuters doesn't sound American. It's a news agency. I know what Reuters is. Ça met là encore en scène plutôt une espèce de vision abstraite, iconisée du reporter de guerre, avec pour arme son argentique qui va prendre la photo, qui va capter l'essence du moment et montrer au monde ce qui se passe. Vous voyez pourquoi on a évoqué le cinéma contestataire, sur le 4e pouvoir, période Watergate, Vietnam et compagnie. On a l'impression que Civil War essaie de s'inscrire là-dedans, presque comme une esthétique, sans capter la pertinence que ça avait dans leur époque. Un fantasme nostalgique, daté, qui a des décennies de retard sur le journalisme, les médias, les guerres actuelles. Juste... Bon, ça, c'est pas leur faute, mais perso, ça m'a sauté aux yeux pendant tout le film quand je l'ai vu à sa sortie. C'est qu'à côté, on avait en même temps les images de Gaza. Le génocide
documenté en direct au smartphone sur les réseaux sociaux par des gens et des journalistes sur le terrain qui se faisaient et se font toujours massacrer les uns après les autres, pendant que les médias tradis tortillaient du cul et fermaient bien leur gueule quand ils étaient pas carrément complices. Encore une fois Alex, c'est bien ton film, hein, mais de quoi tu parles ? Allez, et tant qu'on est là-dessus, même ce truc hyper puissant là de faire ressentir ce qu'est la guerre à un public occidental qui n'a pas l'habitude de se voir dans ces images, c'est super, mais là, dans le monde, il y a déjà des gens qui vivent ce genre de truc. Et pas parce qu'ils ont laissé leur division les mener à la guerre civile, mais parce que ces sociétés occidentales, à commencer par celles que filme Garland, leur font subir ça. Pas leurs voisins de palier, pas la région d'à côté, pas un pouvoir fédéral. Alors franchement, ce truc de « Oh là là, t'as vu si ça nous arrivait chez nous, ce serait trop grave, imagine !» Bon, super, mais à un moment donné, est-ce que la priorité, ça serait pas de leur faire comprendre que c'est ça que eux sont les premiers à faire aux autres? Mais peut-être, ça serait un peu clivant de pointer ça. Et ce qu'on veut surtout pas, hein, c'est polariser. Un film peut bien faire quelque chose de vain. Et je trouve que ça dit beaucoup du rôle, non pas des journalistes que Garland a l'air de mettre sur un piédestal, mais de ce qu'il fait lui, c'est-à-dire du cinéma. Et c'est marrant parce qu'il parle de ça aussi à travers ses reporters qui se questionnent sur leurs responsabilités, le rôle de l'image, des médias, de ce que le public a besoin de voir dans ces périodes-là, notamment sur cette question centrale d'engagement ou de neutralité. Alors peut-être qu'à ce stade, vous vous dites que je m'en sers pour illustrer l'illusion de faire un cinéma sur les problèmes du monde qui soit apolitique. Mais figurez-vous que, contrairement à ce que ça pourrait laisser croire, Alex Garland ne prétend pas faire du cinéma sans prendre position. Et pour ça, franchement, je le respecte de fou, parce que c'est très rare d'assumer ça comme ça. Je suis centriste. C'est là que je me situe politiquement. Je suis de centre-gauche. L'idée selon laquelle le centrisme n'est pas une position politique est idiote. C'est une position politique contre l'extrémisme. En fait, c'est spécifiquement contre l'extrême droite, je dirais. Parce que c'est le plus grand danger auquel les démocraties ont tendance à être confrontées. Si vous prenez ce danger au sérieux, alors le centrisme est une position que vous pouvez adopter. Ça signifie pas nécessairement que c'est la bonne, mais c'est ma position. L'idée que le centrisme est apolitique est tout simplement stupide. Le problème de Civil War n'est pas que c'est un film apolitique, il n'y a de toute façon pas de film apolitique. Le problème de Civil War, c'est que c'est un film centriste. Je trouve ça beaucoup plus honnête et lucide de sa part. Je pense que c'est même très cohérent. Lui, il se considère au centre, donc il veut qu'on se méfie des extrêmes, et comme quand même il est plutôt de centre-gauche, il a un peu plus peur des fascistes. Moi ça me va. Alors que je suis pas centriste, hein, comme vous pouvez l'imaginer, hein, mais ça me va parce que je trouve que ça montre à quel point un parti pris centriste, dans une période de polarisation politique où le monde nous pousse à choisir un camp, eh ben ça donne ça, quoi. Ça nécessite d'ignorer les enjeux, d'être inconséquent pour y faire concrètement face, d'entretenir l'illusion qu'on pourrait retourner au statu quo et que, problème réglé. Lee's lost her faith in the power of journalism. I can't answer to that, Sammy. But I can tell you, this gunfire is getting extremely fucking hard. Figurez-vous qu'il existe un autre film, sous forme d'anticipation, du point de vue de journaliste, sur un sujet similaire, très similaire même, puisqu'il s'appelle aussi Civil War, ou plus exactement The Second Civil War, et c'est pas une suite ce coup-ci, hein, c'est au sens où ça imagine une deuxième guerre civile états-unienne, après la première, la vraie quoi, d'autant que ça a été réalisé en 97, 30 ans avant le film de Garland, et pourtant, d'une certaine façon, je pense qu'il est plus pertinent non seulement sur son époque, mais même la nôtre en fait. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, non pas que ce soit un meilleur film, hein, vraiment loin de là, ou même un film plus important, mais un film plus à la hauteur des enjeux, autant qu'un film puisse l'être. Parce qu'attention, si on veut les comparer, c'est d'abord important de préciser que, malgré les énormes points communs qu'on vient de citer, leurs thématiques et leurs postulats similaires, ces deux films sont profondément différents, à presque tous les autres niveaux, quoi. Déjà, rien que le ton, hein. Second Civil War, c'est de la comédie noire où l'anticipation sert la satire en poussant jusque dans leur retranchement des enjeux bien réels du moment, sans tout le côté méga sérieux premier degré de Civil War, par ailleurs tout à fait louable. Aussi, sachez qu'on parle d'un téléfilm, hein, en l'occurrence pour HBO, dont vous connaissez peut-être la réputation de chaîne un peu plus audacieuse et transgressive que la moyenne, même si on est des années avant des séries brûlots type Oz, Les Sopranos, The Wire, etc.
Donc vous imaginez bien, pas du tout le même budget, ni la même ampleur en termes de production. Même si, à la barre, on n'a pas n'importe qui, on a même un réalisateur alors expérimenté et reconnu, lui aussi majeur dans notre pop culture, disons-le culte, Joe Dante. Et oui, Gremlins, mais pas que. Joe Dante, il vient du bain de ce cinéma dont on a parlé, puisqu'il s'est fait remarquer par The Movie Orgy, une compilation d'extraits de films d'une durée de 7 heures, essentiellement de production Roger Corman. Ça tombe bien puisque le pape de ce genre de cinoche est un immense découvreur de talent, ce qui va amener Joe Dante, après un autre long métrage hommage à ses films fauchés, à réaliser Piranha, un sous-produit série B du succès des Dents de la Mer de Spielberg, qui va lui-même du coup le repérer en le collant d'abord sur un segment du film La 4ème dimension, puis lui confier une production en bline avec les Gremlins, puis sa suite. Joe Dante, ce visionnaire qui trouvait que Trump était une saloperie avant que ce soit cool, allant jusqu'à considérer son film comme, je cite, le premier anti-Trump de l'histoire du cinéma américain, bien que mon Trump soit plus sympathique que le vrai. Comme si Gremlins 2 avait aussi anticipé qu'une fois la course au futur épuisée, il ne resterait plus à Hollywood que la fausse nostalgie pour continuer à nous vendre sa soupe empoisonnée. En témoigne l'annonce pour 2027 d'un Gremlins 3 réalisé par Chris Columbus. Et honnêtement, la seule suite logique avec ce second opus, ce serait de refiler les clés à Joe Dante et d'assumer encore une fois la comparaison avec Trump pour nous foutre les Gremlins à la Maison Blanche avec ce tocard de Klemp devenu président. Mais bon, l'heure n'est plus aux cinéastes pirates qui détournent Hollywood de l'intérieur. C'est qu'au-delà de son amour pour les films de genre bien sale gosse ou les Looney Tunes, en à peine quelques films, on trouve déjà tous ces thèmes de prédilection comme le déboulonnage de l'American Way of Life, le fait qu'un élément étranger va venir semer le chaos dans ce petit monde bien propre, en gros de la satire, à balles réelles et des coups de pied dans la fourmilière par l'entremise de créatures fouteuses de merde. La recette de ces films repose sur un équilibre en fait assez délicat entre divertissement populaire à base d'histoires fantastiques à l'ancienne et critique cinglante de l'Amérique contemporaine. C'est d'ailleurs pour retrouver ce fameux équilibre que Warner, incapable de reproduire la formule, est revenu chercher Joe Dante pour Gremlins 2 après l'avoir tenu à distance pendant un moment. Et là, il s'est lâché quoi. On trouve ces éléments même dans ces films les plus inoffensifs, comme Explorer, où des gamins construisent un vaisseau spatial pour ensuite se rendre compte que les extraterrestres sont complètement abrutis à force de regarder en boucle la télé états-unienne. Dans Les Banlieusards, où c'est tout un quartier façon Desperate Housewives de voisins vigilants, vous savez, qui va se mettre à surveiller les nouveaux, car pas très américain, donc forcément suspect. Panique sur Florida Beach, l'un de ses films préférés. Là, c'est à la fois le chaos déclenché par la projection d'une petite série B, mais aussi la paranoïa qui s'était emparée des États-Unis au moment de la crise des missiles de Cuba. Et même dans Piranha, le problème des poissons carnivores est réglé à grands coups de pollution des rivières. Et puis, Small Soldiers. Tu te souviens Small Soldiers ? Comment peut-on penser que ces choses soient mauvaises ou vulgaires ? Là, c'était l'armée et le consumérisme qui en prenaient pour leur grade avec des jouets dotés d'intelligence artificielle qui décident de faire la guerre à des gamins, ce qui vaudra pas mal d'ennuis à Dante, qui devra retravailler le montage afin de plaire aux sponsors Hasbro, Coca-Cola et Burger King. Et c'est vrai que depuis, ce petit punk a vu sa carrière bien ralentir, notamment après l'échec des Looney Tunes Passe à l'action, mais ça l'a pas calmé. Peut-être il y a un lien de cause à effet d'ailleurs. Genre, en 2005, il participe avec plein d'autres darons du genre à la série Masters of Horror. Et lui, il fait Vote ou crève. Why did my son die? I had an older brother who gave his life in Vietnam. If I had one wish, for your son to come back. Because I know he would tell us all, this is an important struggle for all, for the safety and security of all Americans, and how proud he is to have served his country. Vote ou crève, alors on est sous Bush Junior, en pleine guerre en Irak, ça commence à agiter pas mal la société. If you look at these protesters, you see men with breasts and women with armpit hair. They are ugly, stupid, clueless, they have nothing to offer but hate for this country. Peut-être que vous voyez venir le truc, les vétérans morts reviennent à la vie sous forme de zombies pour aller voter contre l'administration. C'est une façon un peu frontale et partisane de traiter ce débat qui déchire le pays, je te l'accorde, Alex Garland.
Enfin, les pays qui le déchirent pour de vrai, ils sont plutôt au Moyen-Orient, hein, mais bon. En même temps, il suffit de voir comment Joe, il parlait de Bush. Je comprendrai jamais comment un gars comme lui, qui est pourtant à l'opposé de toutes les valeurs prônées par Jésus, a autant le soutien de la communauté évangélique. Ah pardon, non, là, il parlait de Trump, premier mandat, décidément. Non, sur Bush, il disait ça. J'étais un peu moins pessimiste à l'époque où on n'avait pas Bush à la Maison-Blanche. Le pays est coupé en deux. J'ai du mal à y croire parce que ça me paraît tellement évident que les gens à sa tête sont cupides et incompétents. J'en ai rien à foutre du Pékin lambda, mais il y a beaucoup de gens qui votent contre leur intérêt, qui se sont fait laver le cerveau par nos médias. Vous vous rappelez ce mythe selon lequel les médias penchaient à gauche ? Mais ça a complètement changé. Ils appartiennent à des grandes corporations et maintenant ils sont à droite. Tu joues la division, Joe. C'est pas très centriste de ta part. Donc, on ne s'étonnera pas que son film mettant en scène la perspective d'une guerre civile réalisée en 97 fasse globalement l'inverse de ce que fait Civil War en 2024. Second Civil War, c'est quoi ? On est aussi dans un futur proche où les États-Unis portent de plus en plus mal leur nom. Regardez comme le thème est annoncé par une subtile symbolique au point d'escalader jusqu'à une nouvelle guerre civile. Et c'est mis en scène à travers, là aussi, essentiellement des journalistes, mais qu'on voit travailler au sein d'une rédaction. Ce qui permet d'une part d'aborder très concrètement leurs responsabilités, leurs dérives et leurs dilemmes, leurs conflits et leurs contradictions, leurs effets sur l'opinion et leurs problématiques sur le terrain. Bref, d'aborder vraiment la thématique du rôle des médias et pas comme une abstraction, de le faire qui plus est non pas dans une version fantasmée, issue d'une mythologie dépassée, mais au contraire dans ce que sont vraiment devenus les médias modernes. Alors évidemment, il n'a pas non plus prédit les smartphones et les réseaux sociaux, hein. N'empêche que du coup, ce modeste téléfilm de Dante arrive en 97 à être plus pertinent sur le journalisme de sa propre époque, mais aussi de la nôtre, que la grande fresque de Garland en Big 2026. When I started out as a reporter, the world seemed more remote and news came at us slower in ways we could absorb. The entire world is swarming into our video monitors as well as into the towns and cities of America, and it's changing us all. And you tell yourself, you're a pro, that you can handle the passions and tensions without letting your own feelings get in the way. At least that's what you tell yourself. D'autre part, c'est ça qui permet de documenter minute par minute ce qui nous intéresse, à savoir l'escalade elle-même, et donc les raisons profondes qui mènent à ce conflit armé. En l'occurrence, tout part d'un avion ramenant des gosses réfugiés d'un conflit nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Pareil, toujours d'actu ça, même si, quand même, quel pays oserait aller jusqu'à balancer des bombes atomiques sur des populations civiles ? On nage en pleine science-fiction. Revenons aux États-Unis, avec le refus de les accueillir de la part du gouverneur de l'Idaho, suivant une ligne politique qu'on pourrait décrire comme... Non mais je vous laisse écouter en fait. By allowing the stampede of whatever you want to call them, immigrants, refugees, illegals, legals, migrants, aliens, you name it, we are being swamped and we are destroying our own way of life. At a time when the business community has presided over the wholesale destruction of our manufacturing capability, shipped it overseas. And now, this group of activists who have decided on their own to bring into Idaho thousands and thousands. Et oui, il y a déjà tout. L'immigration, la fermeture des frontières, la protection de notre mode de vie, et puis l'industrie qui a tout été délocalisée, et puis il y en a marre de payer pour le reste du monde, et l'ennemi intérieur qui sape les fondements de notre société. Discours réactionnaire assez classique, vous me direz, mais très précisément les points centraux de ce qui deviendra la ligne MAGA qui amènera Trump à la tête du parti républicain, puis du pays 2 décennies plus tard. Encore une fois, pas de prédiction, juste de bons commentateurs de leur époque. Bon, cette histoire de provoquer une guerre civile juste pour pas accueillir quelques pauvres gosses, on n'est pas dans le réalisme, mais dans la comédie satirique. Et ça sert surtout, évidemment, d'étincelle, puisqu'on comprend très vite qu'elle ne fait qu'allumer la poudrière qui est déjà leur société tout entière. Avec des fractures qu'on ne va pas tout faire pour flouter, au contraire, qu'on va explorer, regarder en face, des fractures qui sont nommées et situées. Repensez à cette histoire d'alliance Texas-Californie créée pour brouiller les cartes dans Civil War. Et ben là, c'est tout l'inverse. Tout est hyper précis. Rien que le choix de l'Idaho, État conservateur de longue date, signale les lignes de division politique. Two military commanders facing each other across a gulf of human passion.
There's something compelling, something eloquent about those two. Pull it out your ass, you prick. Fuck you, asshole. Go find your mama. Mais au cas où vous seriez un peu perdu, voilà comment est représenté le camp sécessionniste. Voilà. Et vraiment, mais alors vraiment, hein, si vous n'êtes pas concentré, vous inquiétez pas, les termes sont dits. They're always portraying you as these sort of stereotypical ultra-right-wing, gun-crazed, union-busting wackos. Good, Vinny. Alors je suis d'accord, c'est pas hyper subtil, hein. Mais après tout, déjà, l'époque est pas trop à la subtilité, hein. Puis franchement, pardon, mais est-ce qu'on va leur en tenir vraiment rigueur, sachant qu'on le met face à un film avec une scène qui compare l'objectif à une arme à feu, en superposant littéralement le fait de photographier quelqu'un avec le fait de l'abattre. Si vous avez vu Civil War, vous voyez très bien de quoi je parle. Voilà, c'est bien, hein, mais tout ça pour dire que c'est pas non plus la maison des feuilles niveau cryptique, quoi. Et je veux aussi éteindre un truc tout de suite. Là, vous vous dites peut-être « Ah oui, mais en fait, tu veux juste un film qui critique bien méchamment les droitards. » J'avoue que ce n'est pas pour me déplaire, mais c'est même pas ça. Puisque, oubliez pas que c'est une satire. Donc, tout le monde y est l'objet de la satire. Certes, le gouverneur est dépeint comme un opportuniste qui tient une ligne turbo-réactionnaire pour plaire à une base conservatrice qu'il méprise par ailleurs, tout en étant un énorme hypocrite. People are terrified of being called racist for trying to preserve their own culture. Hold on. I want to know what you want for breakfast. The usual. Fajitas. Et certes, en face, on comprend qu'à la Maison-Blanche, ça doit être l'autre camp. Mais le président est présenté comme une espèce de démocrate tout nul, sans colonne vertébrale, obsédé par les sondages et entièrement aux mains d'un mania des médias, qui cherche en permanence à cosplayer ses prédécesseurs prestigieux en étant toujours à côté de la plaque. Un centriste, quoi. Le film a été réalisé sous Clinton, mais même, par exemple, la directrice de l'ONG, elle en prend pour son grade. It is my constitutional right to do as I see fit. Yeah, within All right, reason, you know what? you You are a fascist. Do you know that? I'm How do a you fascist. feel about that? Yeah. That's what you call everybody who doesn't think exactly like you. Yeah. Bref, je suis même pas forcément d'accord politiquement avec le film dans son ensemble, et quelque part, personne n'est épargné. Let's take this opportunity to jump right over those left-wing liberal. Pour autant, ce que je veux souligner, c'est qu'on est dans l'inverse de la recherche de confusion. Les fractures sont montrées et incarnées jusque dans les conflits au sein de la rédaction. Les raisons qui amènent à cette guerre civile sont mises sur la table afin de nous éviter d'en arriver là. La question de la polarisation politique est explorée et pas brouillée, y compris dans ses raisons fondamentales comme la xénophobie ou le racisme, mais plus généralement les contradictions du modèle états-unien. Par exemple, il y a un truc hyper important que j'ai pas dit, c'est qu'au fur et à mesure, on comprend que cette anticipation un peu caricaturale, un peu parodique, part du principe que dans le futur, effectivement, il y a eu vraiment des vagues d'immigration importantes. C'est fait avec humour et exagération, mais par exemple, la Californie, c'est bel et bien devenu un état latino. Agradezco tu presencia hoy aquí conmigo. En vista de lo ocurrido en el estado de Idaho. Oh shit. Where the hell is simultaneous translation? Where's Domingo? Enfin, devenu. We have as much to say over the border as any bureaucrat in Washington. Just listen to our name, Los Angeles. Does that sound like an English language? Letting us all know how much you've San meant to each other. Francisco, Las Vegas, no. These are the names that our people gave them before the lands were ripped from their ancestors and distributed among the Anglos. Parce que le film épouse cette idée frontalement, mais pas pour dire « Ah bah c'est vrai qu'on n'est plus chez nous, ils disent pas que des conneries les racistes, un partout, la balle au centre ». Non, c'est vraiment posé là comme une problématique complexe, comme un challenge presque sur ce qui est au fond la nature de ce pays d'immigrants. Comédie noire oblige, il y a des trucs du style le gouverneur du Rhode Island, désormais à majorité asiatique, eh ben il rejoint la sécession parce qu'ils sont en mode « Non mais c'est bon, nous, maintenant on est là, on peut claquer la porte derrière nous, on veut pas non plus reprendre d'autres immigrés ». Ce qui est assez précis en fait comme vanne. Ou alors des trucs comme ça. The Sioux Indians on this reservation have issued a statement saying that this conflict is, and I quote, part of the white man's war that we will not be drawn into. In effect, they too, like Governor Farley, are closing the borders to their big reservations. Vraiment, ils touchent un max de points sans se cacher derrière leurs petits doigts. On peut trouver que ça a mal vieilli, que c'est critiquable et même être en désaccord, mais reconnaître que ça prend son sujet sans trembler quoi.
le fait de faire une satire de la société dans son ensemble n'en fait pas pour autant un film neutre, apolitique, qui se moque de tout le monde, ou même qui se poserait comme un film centriste au sens assumé par Garland. I rode the buses back in the 60s to bring people together. Pretty unfashionable now, isn't it? La notion qui revient tout le temps, c'est que la société est un melting pot, que c'est une bonne chose, et que c'est ça qu'on doit apprendre à faire fonctionner. Sinon, guerre civile. Your wife, she's Jewish, ain't she? You know, I forgot what she is. All I remember is that we met on the back of a bus. Et dans Second Civil War, les gens qui détruisent ce symbole qu'est la Statue de la Liberté, on sait qui c'est, et on sait pourquoi. A group calling itself Patriots for Farley has claimed responsibility in a message phoned into Newsnet that reads, "We will no longer take in the huddled masses of the world." Il y a peut-être des gens qui ont en tête une scène, je pense la plus emblématique du film, tellement que vous l'avez peut-être vu tourner sans avoir vu le film. C'est la fameuse scène de What kind of American are you? Quel genre d'Américain es-tu? Portée par une performance terrifiante de Jesse Plemons, d'autant plus culte que la légende veut qu'il ait remplacé au pied levé l'acteur prévu, alors que lui, il accompagnait sa femme Kirsten Dunst sur le tournage. Et dans cette scène, les protagonistes croisent un groupe de miliciens en train d'entasser des cadavres, probablement issus de leur massacre. Ils essaient de les convaincre qu'ils sont journalistes, qu'ils sont pas contre eux, et de les épargner. Ce qui donne une scène de tension génialissime. Sir. Just what? D'ailleurs, peut-être qu'à cause de ça, certains ont tiqué quand j'ai dit que le film évacuait des questions comme le racisme ou la xénophobie. Parce que, effectivement, là, ça plane sur la scène. Mais même ça reste fidèle au reste du traitement du film. On sait même pas à quel camp appartient ce milicien, ce qui rend la situation d'autant plus tendue puisque on sait pas quelle réponse lui conviendrait, quels sont ses critères, si ce n'est que, guerre civile oblige, il a l'air de considérer que certains Américains, du fait de leur origine quelconque, n'en sont pas vraiment, et méritent de finir dans un fossé avec une balle dans la tête. C'est extrêmement bien dépeint, juste ça s'appelle un fasciste. La guerre civile, la prise de pouvoir autoritaire, eux, c'est ce qu'ils veulent, et si on veut pas de ça pour nos sociétés, il faut s'y opposer. Y compris quand on fait des films qui prétendent aborder ce qui se joue. Comment un modeste téléfilm des années 90 peut se montrer plus pertinent et plus impertinent sur les enjeux d'aujourd'hui qui déchirent la société qu'une grande fresque sortie en 2024 ? En les embrassant sans complexe, sans se cacher derrière son petit doigt. Mais quelque part, Civil War d'Alex Garland est bien de son temps. Il restera comme un film typique de la parenthèse post-Trump 1, le chant du cygne d'un esprit centriste désuet, se voulant au-dessus de la mêlée, qui entretenait encore l'illusion que les choses pouvaient simplement rentrer dans l'ordre avec un peu de modération. Le même esprit qui s'est montré incapable d'empêcher le retour au pouvoir d'une extrême droite qui, elle, ne s'embarrasse pas de ses civilités. Sous la forme Trump 2, ou plutôt Trump au carré. Je sais que c'est pas toujours très bien reçu d'affirmer que le cinéma, l'art, les produits culturels, ce que vous voulez, jouent un rôle social et politique, qu'ils peuvent donc être jugés à cette aune-là aussi, et qu'ils ont donc une responsabilité dont on peut les tenir comptables. Et souvent, désolé, leur responsabilité, comme celle de tout le monde, c'est de prendre parti. Pas en faisant des brûlots nuls bien sentencieux, non, mais en faisant ce qu'ils savent faire de mieux, mettre en récit, en image, en imaginaire, les enjeux de leur époque, les prendre par les cornes plutôt que de vouloir les survoler. Ça a toujours été la puissance d'un vrai cinéma contestataire, critique, radical, énervé, sale gosse, qui clive, polarise. Et on a le droit de le revendiquer, de dire que bordel, il y en a marre de ces trucs modérés, tièdes, faussement profonds. Et de toute façon, je suis pas inquiet là-dessus, parce que je suis persuadé que ça va se faire tout seul, que les approches centristes ont fait leur temps, que les enjeux de la période exigent un retour à autre chose. Avec Trump 2, leur cinéma me paraît commencer à prendre cette direction. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a plein de films qui surgissent en retrouvant cette énergie contestataire, contre-culturelle, très années 70. Je le dis, culturellement, c'est de ça qu'on a besoin. Là, évidemment, on était sur les USA parce que je suis un indécrottable américanoïde, mais c'est quand même intéressant d'y venir. Parce que c'est un peu l'œil du cyclone. Un pays qui vit des tensions politiques, sociales, culturelles exacerbées à l'image du reste du monde.
qui elles-mêmes nous impactent, qu'on le veuille ou non, du fait de leur hégémonie culturelle encore centrale, en miroir de leur place dans l'économie mondiale et de leur pouvoir de nuisance inégalé. Regardez comment leurs figures pop de tyrans grotesques inspirent tant d'autres figures de tyrans grotesques partout dans le monde que des fictions qui doivent leur tenir tête. Alors quitte à subir l'influence néfaste des premiers, autant qu'ici, on prenne de la graine des secondes. God damn it! Vive la révolution! Merci d'avoir regardé cette vidéo coécrite et montée par Le Coin du Bis. Sachez qu'elle a été permise par les cotisations de nos soutiens sur Tipeee et Ulule. Vous pouvez les rejoindre selon vos moyens pour contribuer généreusement au prochain projet. Mais aussi, vous pouvez soutenir la chaîne en utilisant le lien en description pour vous abonner à Métal Hurlant à prix réduit et recevoir ce copieux magazine sale gosse et énervé à chaque sortie.